Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, nous clôturons notre série de 4 vidéos sur la thématique dépasser un traumatisme par l'expression artistique. Donc après avoir vu lors des vidéos précédentes, notamment la dernière, la troisième, donc l'intérêt et surtout les vertus des thérapies par l'art et surtout les art-thérapies pour soigner les traumatismes et les états de stress post-traumatiques, nous allons voir aujourd'hui précisément la méthodologie et les différentes phases du traitement. Donc au sommaire de cette dernière vidéo, méthodologie et dispositifs art-thérapeutiques pour soigner l'état de stress post-traumatique. Donc là on va voir la phase de stabilisation, ensuite nous verrons la phase d'exposition, enfin nous terminerons par la phase d'intégration et d'expansion. Où là, dans cette dernière phase, on abordera notamment la question des stratégies résilientes. Alors pour démarrer donc la vidéo, méthodologie et dispositifs art thérapeutiques pour soigner l'état de stress post-traumatique. Alors en premier lieu, en fait, il faut partir du postulat majeur, qui est le postulat, c'est de considérer en fait les art thérapies comme un complément d'une psychothérapie, sachant que pour soigner efficacement des personnes souffrant d'un état de stress post-traumatique, il est absolument nécessaire d'avoir, on l'a vu dans la vidéo précédente, une approche multimodale. Donc dans ce cadre, en fait, les art thérapies, par l'expression créatrice, qui permet donc tout à la fois, on va dire, une symbolisation affectivo-motrice et imagée, comme on l'a vu, là je vous renvoie à la vidéo précédente, et dans une moindre mesure verbale. En fait, dans ce cadre, là, les art-thérapies doivent permettre en fait aux patients psychotraumatisés de pouvoir mettre en mots beaucoup plus facilement et surtout plus profondément leur vécu traumatique en psychothérapie. On retrouve donc ici le rôle complémentaire, mais néanmoins essentiel des art-thérapies, à savoir débloquer, faciliter et mettre la mise en mots du trauma, ce qui est très compliqué lors des séances de psychothérapie, considérant que cette mise en mots est évidemment indispensable pour intégrer le traumatisme, le trauma, et l'historiser. Or, ce qu'on sait, c'est que pour mener à bien ce processus, on va dire d'historisation, de mise en histoire du traumatisme, il est absolument nécessaire en fait de suivre une méthodologie précise, à savoir les étapes du traitement telles qu'elles sont abordées lors d'un suivi psychothérapeutique pour soigner les personnes souffrant d'un état de stress post-traumatique. Et dans ce sens, nous allons donc aborder juste après les différentes phases, donc à savoir la phase de stabilisation d'abord, ensuite d'exposition, enfin celle d'intégration et d'expansion. Alors, démarrons par la phase de stabilisation. Alors, cette première phase du traitement art thérapeutique, on va dire qu'elle est particulièrement sensible, en fait, car elle va conditionner, en fait, l'ensemble des étapes, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, les patients vont véritablement découvrir l'atelier d'art-thérapie, les différentes médiations, et commencer à s'exprimer. Ensuite, c'est pendant cette phase, en fait, de stabilisation, que l'alliance thérapeutique avec le thérapeute, l'art-thérapeute, va se créer, que les deux protagonistes, même si c'est en collectif, entre chacun des participants, enfin des patients et le thérapeute, c'est pendant cette phase que donc il va y avoir des interactions entre le thérapeute et les premières interactions, donc les deux protagonistes vont agir et réagir l'un en fonction de l'autre et surtout s'ajuster. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est au cours de la phase de stabilisation que chaque patient psychotraumatisé va créer un nouveau pont entre lui et l'extérieur. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que la personne psychotraumatisée va, pendant la phase de stabilisation, commencer progressivement à lâcher prise et se reconnecter à la fois à ses processus sensoriels et puis émotionnels. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'en phase de stabilisation, lors des premières séances, en fait, l'objectif premier est que chaque patient découvre par lui-même les médiations, qu'il teste les différentes possibilités d'expression. Donc ça peut être la peinture, ça peut être le dessin, les crayons feutres, les pastels, etc. Et que, en fait, avec l'aide du thérapeute, de l'art-thérapeute, le patient puisse aussi expérimenter vraiment une palette la plus large possible de médiation, donc également des sons, des mouvements aussi, qu'il doit pouvoir éprouver par lui-même, jouer en fait avec toutes les matières possibles, à son rythme et à sa manière. Et que lors de cette première phase de stabilisation, ce qu'il faut bien voir, c'est que les patients psychotraumatisés, dont les émotions sont le plus souvent gelées ou parfois exacerbées,
doivent avoir l'opportunité, lors du processus de création, de pouvoir être en fait à l'écoute de leurs sensations psychiques et en fait apprendre à lâcher prise progressivement afin de déposer leurs émotions. En fait, l'idée, c'est qu'ils doivent progressivement les découvrir, ces émotions, les identifier, les nommer, les comprendre, et que pendant cette phase de stabilisation, il n'est évidemment pas question du tout que les patients psychotraumatisés créent des œuvres abouties. L'idée, c'est que même ils en démarrent plusieurs pendant la séance, selon leurs envies, considérant qu'à chaque nouvelle séance, ils sont appelés en fait à entrer dans un nouveau processus de création. Et dans ce sens, ce qu'on peut dire, c'est qu'à la fin de chaque séance, si là où les créations ne sont pas terminées, ça n'a aucune importance. Encore une fois, l'art thérapeute va plutôt être là pour les archiver, les conserver, mais elles ne seront pas poursuivies. Puisque, encore une fois, l'un des objectifs, notamment en phase de stabilisation, c'est que les personnes psychotraumatisées apprennent déjà à laisser leur création inachevée et puissent passer à autre chose, considérant que ce processus doit les amener doucement mais sûrement à faire le deuil de l'objet perdu, et notamment donc du trauma, et préparer la fameuse phase, fameuse étape d'intégration du trauma. Ce qu'on peut dire, c'est que la durée de la phase de stabilisation, elle va dépendre de chaque personne, il n'y a rien de standard là-dedans, ça dépend de l'intensité aussi de son trouble, de sa motivation au départ, de ses premiers ressentis et éprouvés. Il n'y a donc pas on va dire, de nombre de séances définies. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut considérer qu'à la fin de l'étape de stabilisation, la personne psychotraumatisée doit être suffisamment en confiance pour lâcher prise, surtout, et qu'elle doit être en capacité d'identifier et de comprendre une partie de ses émotions à travers le processus de création. En dernière analyse, ce qu'on peut dire par rapport à la phase de stabilisation, c'est la personne psychotraumatisée doit avoir suffisamment repris confiance en elle, et que l'alliance thérapeutique, ça c'est fondamental, doit être suffisamment forte pour qu'elle puisse passer véritablement à la seconde étape, à savoir aborder l'expression de son trauma. Donc en définitive, ce qu'on peut dire, c'est que sur cette première phase donc de stabilisation, les personnes psychotraumatisées souffrant d'un état de stress post-traumatique sont anxieuses, parfois très angoissées et n'arrivent pas à se détendre. Inconsciemment, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à la suite de leur expérience traumatique, elles ont développé un sentiment de vigilance qui les tient en alerte, en fait, pour se prémunir d'un hypothétique danger. Et que pour cette raison essentielle, l'art thérapeute doit donc prioritairement proposer des dispositifs très très simples qui permettent de créer simplement déjà les conditions d'une détente chez les patients psychotraumatisés afin de faciliter progressivement le lâcher-prise. En dernière analyse, l'art thérapeute doit, par tous les moyens possibles, en fait, empêcher aussi que les personnes psychotraumatisées s'enferment dans des processus créatifs trop complexes. Voilà. Alors passons maintenant à la phase d'exposition du trauma. Alors ce qu'on peut dire, c'est que grâce à la première phase, donc dite de stabilisation, qui permet de travailler sur les composantes émotionnelles, les patients sont alors plus à même d'aborder la phase d'exposition au trauma. Au cours de cette étape d'exposition du trauma, l'art thérapeute, en fait, son objectif, son travail doit consister à amener progressivement les patients à créer autour de leur événement traumatique, en mettant en forme, donc là, les patients qui puissent mettre en forme des images, des mots, des idées, et surtout des situations associées au traumatisme. Alors évidemment, cette phase d'exposition, elle est évidemment très sensible, avec comme idée force sous-jacente, d'ailleurs telle qu'elle se présente dans le cadre d'une psychothérapie, c'est que les patients, en s'exprimant sur leur traumatisme, vont s'y habituer et l'intégrer plus facilement. À savoir que l'objectif recherché, c'est que, en revivant leur expérience traumatique et en cherchant en fait à l'exprimer par le processus de création, on va dire dans un environnement sécurisant et surtout étayant, les personnes psychotraumatisées, les patients puissent progressivement se désensibiliser, objectiver leur trauma et surtout le mettre à distance. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que en élaborant leur vécu traumatique, donc en le mettant en forme, en couleur, en son, en signes, en écriture aussi, ou encore en mouvement, les patients pourront alors l'exprimer beaucoup plus facilement en mots lors des séances de psychothérapie. Ils pourront ainsi l'intégrer définitivement, considérant encore une fois, et ça c'est vraiment fondamental, c'est pour ça que je le répète à nouveau, c'est que ça passe par un éprouvé complet, à savoir par une expression sensori-affectivo-motrice, imagée et verbale du trauma, et que l'on peut véritablement faire le deuil d'un traumatisme sévère et le considérer définitivement
comme un élément de son passé, à savoir l'historiser. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que grâce aux caractéristiques du cadre art thérapeutique, qui inclut donc l'alliance thérapeutique qui est vraiment fondamentale dans le cadre de soins à destination de personnes psychotraumatisées, donc grâce au cadre art thérapeutique, les patients peuvent affronter progressivement leur trauma et s'extraire en fait des stratégies inconscientes d'évitement et ou de la fuite d'ailleurs, stratégies qui leur permettent d'avoir un certain contrôle sur leur traumatisme. Ce qu'on peut dire, c'est que surtout en fait par l'acte de créer, les patients peuvent enfin trouver en fait un moyen d'extérioriser à leur rythme leur expérience traumatique, l'amener à l'extérieur d'eux, donc s'en dissocier et par là même, cette expérience traumatique, la déposer et la placer à distance. Et que dans ce cadre, les patients peuvent alors devenir observateurs de leur trauma, l'analyser sous tous les angles, tenter de le comprendre, lui donner aussi un sens pour mieux l'assimiler. Ce qu'on peut dire également, c'est que le processus de création, à la différence de la verbalisation orale en psychothérapie, permet aux personnes psychotraumatisées de contenir leur trauma, de le réguler et l'exprimer en fait à différents degrés et surtout de diverses manières, ce qui le rend moins menaçant. Et que, en ce sens, les art-thérapies doivent offrir la possibilité aux personnes psychotraumatisées, par différents dispositifs créatifs adaptés, de s'exposer en fait à leur trauma de manière plutôt douce, progressive et contrôlée. Par exemple, plutôt que de dire « je », un patient psychotraumatisé pourra dessiner ou peindre des personnages imaginaires, faire parler des êtres fictifs à sa place lors de scénettes, produire des sons, faire des mouvements ou mimer des situations en rapport avec son événement traumatique sans avoir à verbaliser. Il pourra ainsi donc atténuer la charge émotionnelle liée au trauma et reprendre en fait en partie le contrôle des manifestations psychiques et physiques associées à son trauma. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que par la possibilité d'utiliser des espaces métaphoriques et donc d'entrer dans des processus de symbolisation lors de l'acte de création, le patient psychotraumatisé pourra déposer et faire partager son expérience traumatique de manière beaucoup plus complète et signifiante que par les seuls mots. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que dans le cadre de cette étape cruciale, qui est donc l'étape d'exposition, l'art-thérapeute, évidemment, doit être beaucoup plus présent pour aider, assister, mais aussi guider le patient dans l'expression de ses ressentis, de ses affects, de ses émotions, de ses sentiments et de tous les souvenirs en fait liés à l'événement traumatique. Et qu'en ce sens, l'art-thérapeute peut, on va dire, et doit surtout adopter une attitude plus directive en amont, en proposant en fait des médiations et des dispositifs particulièrement adaptés pour faciliter la mise en forme des émotions liées au trauma. Et que selon les personnes, leur expérience traumatique et la nature de leurs troubles, il peut par exemple proposer d'aborder la phase de stabilisation en 2 temps. Le premier temps, par exemple, peut être orienté plutôt sur l'avant-trauma. Puis le second temps, ça va être plutôt sur le trauma, ici et maintenant, avec l'idée que la personne psychotraumatisée aborde l'expérience traumatique avec un avant et un présent, avec en plus en prévision d'un après qui sera particulièrement travaillé lors de la phase d'intégration et d'expansion. De manière plus précise encore, ce qu'on peut dire, c'est que pendant la phase d'exposition, il s'agit donc pour l'art-thérapeute de créer les conditions pour que le patient puisse mettre en forme par l'action de créer une expérience passée qui reste encore figée dans son psychisme. Et que cette élaboration, elle peut et doit surtout se faire en fait à partir d'informations sensorielles, d'images, de sons, d'odeurs, de toucher, voire de goût, de pensées, d'émotions et de croyances qui ont émergé lors de l'événement traumatique et qui sont restées bloquées. Et qu'en fait, en les dessinant, en les peignant, en les mimant, en les jouant avec un instrument de musique, le patient psychotraumatisé peut ainsi les extérioriser, les apprivoiser, les comprendre. Et qu'il se remet alors en situation de revivre la situation traumatique avec une distanciation qui lui permettra progressivement de l'intégrer pleinement. Et en fait, pour aider le patient dans l'élaboration de ce vécu, l'art-thérapeute doit donc, encore une fois, proposer
doit être en capacité en fait de proposer différents types de dispositifs, idéalement de médiation, mais qui vont stimuler les souvenirs, les associations d'idées, les représentations et les croyances, par exemple à partir de photos et de collages notamment. Il peut aussi créer, ça fait partie de sa fonction, des ouvertures métaphoriques, justement à partir de mots aussi, de sons, d'images, de couleurs, afin que le patient psychotraumatisé puisse s'en saisir et les rattacher à son expérience traumatique. Cependant, pour finir sur cette question-là, il est fondamental de rappeler qu'il est hors de question, particulièrement dans le cadre de traitement à destination de personnes psychotraumatisées, de forcer, de brusquer ou de contraindre le patient à créer. Et que dans le même ordre d'idée, l'objectif n'est pas de pousser le patient à mettre des mots sur son trauma, même si ses créations sont directement rattachées à l'expérience traumatique. Et que si le patient souhaite verbaliser au sujet de ses créations, l'art-thérapeute doit bien évidemment l'écouter, voire l'aider à reformuler, mais que les mots, ici, n'ont qu'une valeur toute relative. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que l'acte de créer et les créations, abouties ou pas, vont permettre au patient de pouvoir ensuite véritablement mettre des mots lors des séances en psychothérapie. C'est précisément dans ce processus d'aide en fait à la mise en mots du trauma que l'art-thérapie, les art-thérapies donnent tout leur sens et entrent en parfaite complémentarité avec les psychothérapies. Passons à la dernière phase, qui est la phase d'intégration et d'expansion. Ce qu'on peut dire, c'est que dans la continuité de la phase d'exposition, après avoir mis à jour leur trauma, les patients doivent l'intégrer et en faire le deuil. Et en fait, il s'agit donc pour eux de transformer leur vécu traumatique en un souvenir, on va dire, délimité, qui deviendra un élément de leur histoire personnelle. Et que lors de cette phase, le statut, on va dire, entre guillemets, du vécu traumatique est donc appelé à changer. Alors qu'il était omniprésent et qu'il était l'objet de reviviscence avant son exposition, il doit maintenant devenir un souvenir. Et cette étape en fait d'historisation, donc de mise en histoire ou de restructuration narrative, on va dire, elle est donc absolument fondamentale puisque elle seule peut permettre en fait aux personnes psychotraumatisées souffrant d'état de stress post-traumatique, de ne plus être l'objet de leur vécu traumatique et enfin leur donner l'opportunité de redevenir, c'est là qu'ils peuvent redevenir, que les patients peuvent redevenir pleinement sujets. Ce qu'on peut dire, je fais une petite parenthèse, c'est que dans le cadre du traitement de l'état de stress post-traumatique, la méthodologie et la chronologie des différentes étapes jouent un rôle fondamental. Ainsi, ce qu'on peut dire, c'est que tant que la personne psychotraumatisée n'a pas réussi à travailler sur son processus émotionnel et surtout mis en lumière, exposé l'histoire de son traumatisme, il est impossible en fait pour elle d'en faire le deuil et de le transformer en souvenir. Donc il est vraiment fondamental de passer par une méthodologie très précise. Si je reviens à la phase d'intégration et d'expansion, vous voyez que la phase d'intégration, en fait, elle intervient comme une sorte de trait d'union entre la phase d'exposition et celle d'expansion. Parce que en exprimant puis en intégrant leur trauma, les personnes psychotraumatisées vont prendre conscience, en fait, qu'elles vont devoir vivre dorénavant avec le trauma comme une sorte de lésion ou de cicatrice indélébile. Plus encore, en fait, elles vont pleinement comprendre c'est à ce moment-là qu'elles vont pleinement comprendre qu'elles ne seront plus jamais comme elles étaient avant. Et en ce sens, elles vont donc devoir apprendre à vivre avec ce traumatisme en elles pour se tourner ensuite vers de nouvelles expériences de vie. Or, ce qu'on peut voir, c'est que très souvent, le trauma est venu en fait remettre en cause leurs croyances, leurs valeurs aussi et leurs certitudes. À savoir que le regard sur le monde des personnes psychotraumatisées a forcément changé, car ces personnes en fait ont pris à la fois conscience de leur vulnérabilité, de leur limitude, on pourrait dire même, et surtout de leur finitude. Et que pour pouvoir vivre avec leur trauma désormais intégré, il est donc nécessaire que les personnes psychotraumatisées trouvent des stratégies résilientes, à savoir des ressources en elles. Or, là on revient à la question de la résilience, et on fera une vidéo là-dessus, c'est que la créativité et l'acte de création, l'acte de créer, permettent justement de développer des stratégies résilientes. Venons-en donc à ces fameuses stratégies résilientes, assez rapidement parce qu'on fera une vidéo là-dessus, une ou deux. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que les notions de résilience et de croissance même post-traumatique, qu'on retrouve donc dans la question du trauma, sont essentielles en fait après la phase d'exposition du trauma, qui est une épreuve, encore une fois, difficile, qui est délicate comme épreuve, enfin cette phase d'exposition, elle est même douloureuse. Il est assez fréquent, là encore une fois, que des personnes psychotraumatisées qui ont intégré
leur trauma, en revanche, se sentent plus fortes ensuite. Ainsi, bien que le trauma soit la cause d'une perte de bien-être, et donc du traumatisme, il peut être en fait perçu parfois comme une source d'enrichissement. Et bien souvent, en fait, il s'avère que des personnes qui ont vécu une expérience traumatique sévère se considèrent, à juste titre dans bien des cas d'ailleurs, comme des rescapés. Il y a alors une prise de conscience d'avoir survécu en fait à une expérience extrême et de s'en être sorti. Donc là, on retrouve la fameuse sentence de Nietzsche. Là, je vous renvoie à la vidéo de Nietzsche, à savoir ce qui ne fait pas mourir rend plus fort, et que consécutivement, en adoptant ce point de vue, on va dire, de miraculé, la personne psychotraumatisée peut se sentir plus forte qu'avant l'événement traumatique et même trouver du positif dans un événement tragique qui l'a touché de plein fouet. Alors ce qu'on peut dire, c'est que dans le cadre du traitement art thérapeutique, en complément d'une psychothérapie et une fois le trauma exposé, l'objectif de soin est donc que les personnes psychotraumatisées puissent vivre le mieux possible. Or, la résilience et la croissance post-traumatique peuvent justement contribuer à cela, considérant que toute personne confrontée à un trauma et un traumatisme est contrainte d'une manière ou d'une autre de mettre en place un processus de résilience jusqu'à sa mort. Mais encore faut-il, comme nous allons le voir, travailler sur certains aspects à travers la création artistique afin que la personne psychotraumatisée puisse bénéficier au mieux de ces stratégies. Alors, je reviens rapidement sur la question de la résilience, à savoir qu'au sujet de la résilience, il y a reprécisons qu'il y a 3 facteurs principaux qui favorisent une évolution résiliente. Il y a le tempérament, à savoir la souplesse, la faculté d'adaptation, la confiance en soi, l'estime de soi. Il y a le milieu affectif et l'environnement, à savoir un environnement soutenant. Sur un autre plan, ce qu'on peut dire, c'est que le développement de stratégies résilientes, dans le cas de traumatisme sévère, passe chez la personne psychotraumatisée par une volonté de ne pas se résigner, ou du moins de refuser le rôle de victime, d'être actrice, d'essayer de comprendre, ou du moins de trouver du sens à son trauma. Or, si l'on s'appuie sur les travaux de deux pédopsychiatres américains à l'origine même du concept de résilience, à savoir Amy Warner et John Bowlby, ce qu'on peut dire, c'est que la création et l'acte de créer peuvent permettre de favoriser la résilience, surtout en se découvrant autre, avec d'autres croyances justement, d'autres valeurs, mais aussi et surtout en laissant une empreinte par l'acte de créer qui n'existait pas auparavant. À savoir qu'en exprimant esthétiquement ses émotions, par exemple par le dessin, la peinture, ou la danse ou l'écriture, la personne psychotraumatisée avec son trauma intégré peut s'inscrire à nouveau dans la vie. Alors voyons maintenant le processus de création justement pour développer les stratégies résilientes. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'une fois leur trauma exposé, les patients se retrouvent dans une situation où leur moi, qui a été pendant un temps plus ou moins long dissocié et ou amputé, est à nouveau réunifié. Et qu'en intégrant et en historisant leur vécu traumatique, ils font donc face à un nouveau moi, à savoir un moi qui n'est plus clivé et qui est riche d'une expérience extraordinaire. Les personnes psychotraumatisées doivent donc alors composer avec ce moi transformé qui est source de nouvelles opportunités et de nouvelles perspectives. Et que d'une certaine façon, les patients psychotraumatisés qui ont intégré leur vécu traumatique démarrent donc une nouvelle vie. Il est donc nécessaire qu'au préalable, ils entament un travail de restructuration de leur personnalité. Le vécu traumatique, désormais exposé et intégré, les place ainsi donc dans une situation où ils doivent en fait, d'une certaine façon, réexaminer leurs croyances, mais aussi leurs valeurs, leurs forces, leurs limites, leurs potentialités, afin de pouvoir poursuivre au mieux leur vie. Or, ces différents points sont constitutifs de la confiance en soi et de l'estime de soi, deux notions essentielles que les art-thérapies, grâce au processus de création, peuvent particulièrement améliorer et développer. Et là, je renvoie aux 3 ou 4 vidéos, je ne me rappelle plus 4 vidéos à la série qu'on a faite sur la confiance en soi et l'estime de soi. Ce qu'on peut dire aussi, et là je fais une petite parenthèse, c'est qu'à la suite de la réunification du moi, qui était clivé auparavant, le travail de restructuration de la personnalité doit être en fait compris comme un moyen en fait de favoriser la résilience. Parce qu'il permet en effet à la personne de reprendre confiance en elle, de restaurer en fait et d'améliorer l'estime de soi, de se subjectiviser avec son vécu traumatique comme expérience passée et dorénavant historisée, et de retisser en fait des liens intra- et intersubjectifs. Et donc, il permet au patient de tirer parti de ses ressources propres et de ses forces, de mettre en valeur ses potentialités, et ça lui offre ainsi la possibilité de renforcer et surtout de développer des stratégies résilientes dans la durée. Voilà.
Donc, alors peut-être je peux préciser certaines choses par rapport à cette dernière phase, c'est que sur la forme, donc sur cette phase comment dire, d'intégration et d'expansion, c'est que sur la forme, dans cette phase, dans le cadre de cette phase, que les séances d'art-thérapie sont construites par l'art-thérapeute selon des modalités qui doivent être adaptées pour que les patients puissent travailler conjointement sur la confiance en soi et sur l'estime de soi, avec, encore une fois, proposer le plus possible des médiations artistiques, on va dire une large palette de médiations artistiques. Et que donc les consignes doivent être orientées pour que les patients puissent aller vers vers une affirmation de soi, confiance en soi, estime de soi. Et là, je renvoie au dispositif, au type de dispositif par rapport aux vidéos qu'on a pu faire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que lors de cette dernière phase, on va dire que sur le fond, elles doivent être construites en 4 temps. Alors très rapidement, il y a le temps 1, on va dire que là, les personnes, une fois donc que leur trauma a été exposé, qu'elles ont commencé à l'intégrer, donc pendant la phase d'expansion, les patients doivent maintenant réapprendre le plaisir de l'exploration de soi avec leur moi réunifié. Et que là, les jeux proposés doivent donc permettre aux patients de se définir d'une manière ou d'une autre, de faire des choix, de montrer leur singularité, et aussi de retrouver, de reconnaître certaines valeurs afin de les aider notamment à développer l'amour de soi. Le temps 2, c'est plutôt un temps qui doit permettre aux patients de développer ce qu'on appelle plutôt les besoins de l'esprit, autrement dit analyser leur environnement maintenant avec leur nouvelle, on va dire, leur nouvelle croyance potentiellement, pour les aider aussi à exprimer des opinions, et en fait les inciter à faire réfléchir par eux-mêmes, à savoir renforcer le concept de soi, et ainsi les aider à mieux se respecter et s'aimer. Le temps 3, par rapport aux séances, sur le fond, encore une fois, les séances doivent plutôt être orientées de manière à ce que les patients s'autorisent à exprimer leurs propres émotions et besoins, leurs aspirations aussi, leurs pensées, leurs rêves. Et en fait, c'est des jeux, des dispositifs destinés en fait à les aider à entrer dans un processus d'autodétermination. Enfin, ce qu'on peut dire, dans un temps 4, on pourrait dire que c'est après avoir travaillé sur toutes les notions essentielles de conscience de soi, de connaissance de soi, d'affirmation de soi. L'idée, là, c'est que les patients soient invités en fait à se focaliser sur leurs expériences, leurs capacités, leurs potentialités, ceci pour entrer dans un processus réellement d'actualisation. Tout ça, une fois évidemment, encore une fois, que le trauma a été historisé. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en conclusion, et là je vais reprendre l'expression de Jean-Pierre Dury-Varambon, qui est psychologue et psychanalyste, en fait il parle de délit traumatique, à savoir que selon lui le délit traumatique agit comme une scène originaire, à savoir qu'il est omniprésent, il est totalisant, et que la vie de la personne psychotraumatisée tourne sans cesse autour de lui. En fait, lorsqu'on parle d'un traumatisme sévère qui débouche sur un état de stress ou un trouble de stress post-traumatique, ce qu'il faut voir, c'est que la notion d'enfermement n'est jamais bien loin, et qu'un enfermement, en fait, c'est un enfermement psychique et symbolique, dont il est impossible d'en sortir si l'on ne se soigne pas. Mais cet enfermement, on va dire post-traumatique ou traumatique, peut aussi déboucher par un traitement adapté et la mise en place de stratégies résilientes sur une forme de libération et une véritable, on va dire, renaissance. Ce point, moi je l'assimile, en fait, je l'avais illustré avec le concept nietzschéen, en fait, de l'éternel retour du même, à savoir que cet éternel retour du même qu'on retrouve dans l'œuvre de Nietzsche, en fait, on peut le retrouver d'une certaine façon dans le cadre du syndrome de stress post-traumatique, lorsque la personne psychotraumatisée, en fait, est en permanence hantée par la reviviscence de son vécu traumatique. Alors que son psychisme est incapable d'intégrer son trauma et qu'elle ne peut pas l'exprimer, la personne va vivre, en fait, sa vie comme une forme de malédiction. En revanche, à partir du moment où elle va réussir à exprimer son trauma, à le comprendre et à l'historiser, le mettre en histoire, alors elle pourra enfin passer à autre chose et potentiellement ressortir plus forte qu'avant. Et ça, voilà. Et que, comme on l'a vu lors des différentes vidéos consacrées à ce sujet-là, la créativité, encore une fois, le processus de création, à travers les arts-thérapies, représente, selon moi, incontestablement un formidable moyen pour y arriver. D'abord parce que l'acte de créer donne la possibilité d'exprimer l'indicible et qu'il est, en cela, un outil bien supérieur au seul langage parlé, mais aussi parce que le processus de création est un puissant et unique levier pour développer des stratégies résilientes et permettre aux personnes psychotraumatisées d'entrer potentiellement dans un processus de croissance post-traumatique.
Alors à l'évidence, même si des travaux de recherche et des études scientifiques sont nécessaires pour valider ces apports qui sont trop empiriques encore aujourd'hui, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il est fondamentalement très opérant de coupler l'approche psychothérapeutique et l'approche art-thérapeutique, parce qu'elles sont réellement parfaitement complémentaires. Et qu'en effet, par ces composantes, on va dire visuelles, gestuelles, corporelles, tactiles, les art-thérapies apparaissent comme les meilleures thérapies pour, on va dire, accéder, exprimer, traiter et intégrer les éléments fragmentés de l'expérience traumatique. Et qu'en dynamisant le processus émotionnel, les art-thérapies permettent vraiment de recréer une passerelle et on va dire une juste correspondance entre le dedans et le dehors. Et que plus que tout, elles permettent à la personne psychotraumatisée d'entrer dans un véritable processus de symbolisation. Donc encore une fois, je rappelle, sensori, affectivo, motrice, mais aussi imagée, qui seule peut permettre une véritable symbolisation verbale en psychothérapie. Ce qu'on peut dire en définitive, c'est qu'en couplant, on va dire, les art-thérapies, thérapie sensible qui favorise une esthétique des émotions, avec la psychothérapie qui est plutôt rationnelle et verbale, en couplant ces deux thérapies, c'est un traitement qui permet aux personnes psychotraumatisées, particulièrement souffrant d'états de stress post-traumatique, de dépasser pleinement le vécu traumatique et surtout de s'ouvrir à une nouvelle vie, riche en fait de cette expérience extraordinaire. Voilà. À lire Un merveilleux malheur de Boris Cyrulnik, publié en 2002, De la survivance à la vie, essai sur le traumatisme psychique et sa guérison de Jacques Roisin, publié en 2010, Réveiller le tigre, guérir le traumatisme de Peter Levine, publié en 2013, Se relever d'un traumatisme, réapprendre à vivre et à faire confiance de Pascal Brion, publié en 2014, Dépasser ses traumatismes, comprendre le stress post-traumatique, en guérir et retrouver confiance de Sylvie Tenenbaum, publié en 2017, La résilience de Serge Tisseron, publié en 2017. Enfin, je vous redonne le livre, parce que dedans on retrouve tout ça. Le livre que j'ai écrit, Expérience créatrice et résilience, renaître après un traumatisme grâce à l'art-thérapie, publié en 2019. Voilà, si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette émission, de cette dernière vidéo, toutes les coordonnées dans la description de la chaîne. Si cette série de vidéos sur la thématique dépasser un traumatisme par l'expression artistique vous a plu et intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Sinon, d'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.